Il y a des gens qui choisissent un camp. Elle a choisi de ne pas choisir la pensée et le poing, le Talmud et le tatami, le sabre japonais et la boxe française, Paris et Calvi. À chaque fois, elle dit ce ne sont pas des contraintes, ce sont des degrés. À chaque fois, on se demande si c'est de la philosophie ou un alibi. Bonjour Coralie Camille. Bonjour, merci. Ça vous va cette description? Assez exhaustive, mais très précise, oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sur quoi avez-vous travaillé particulièrement? Parlez-moi de votre thèse, parlez-moi de vos livres. Il y a eu plusieurs sujets. Euh, D'abord, je tiens à souligner que j'ai toujours travaillé intellectuellement sur ce que je vivais physiquement comme expérience ou comme objet d'étude ou comme mode de vie ou comme phénomène. Les livres n'étaient jamais, tous ceux que j'ai publiés et que vous avez très justement cités, n'étaient jamais des ouvrages de philosophie détachés d'une expérience concrète que moi-même Très je pouvais spinozien, vivre. ça. Alors, j'ai fait ma thèse de doctorat en philosophie sur la philosophie juive, sur le messianisme en particulier, et j'ai étudié évidemment l'hébreu. J'ai eu un diplôme d'hébreu ancien, d'hébreu moderne. J'ai pratiqué le judaïsme, par exemple. Donc voilà, premier objet d'étude qui a fait aussi le sujet de mon premier ouvrage qui est sorti. Euh, L'intitulé de la thèse exact. Messianisme, violence et conversion. J'ai publié d'ailleurs sur la philosophie juive avant la soutenance de thèse. Euh, L'autre grande thématique qui a été la mienne dans mes recherches, c'est évidemment la philosophie des arts martiaux que j'ai pratiquée, que ce soit l'aïkido ou la boxe. Donc un art martial japonais purement défensif et puis une confrontation avec la boxe pure et dure. Et j'ai pu faire par exemple des distinctions qui sont philosophiquement assez parlantes, comme le partenaire ou l'adversaire, la confrontation ou l'adversité, le partage du geste pur ou bien le geste brut. Ce type de choses. Donc je me servais de ce que je vivais en termes d'expérience dans telle ou telle discipline, et puis j'essayais de réfléchir dessus. Donc voilà. Bon, avant tout ce retour empirique, on va parler de vous. Vous quittez Calvi à 18 ans pour Paris d'abord et ensuite Tokyo, pas pour étudier, mais pour y encaisser. Pourquoi devenir forte plutôt qu'heureuse? Avant de partir à Tokyo, je suis passée par Paris où j'ai fait ma thèse de doctorat, Ah oui, et c'est par un les études sacré juives, écart. évidemment. Mais c'était volontaire. J'ai toujours voulu travailler le corps, les capacités physiques, mais je me suis dit que j'allais le faire après avoir travaillé les capacités intellectuelles. Donc d'abord soutenance de thèse, écriture des bouquins, et après effectivement, je suis partie à Tokyo pour l'aïkido. Pourquoi être forte plutôt qu'heureuse? Tout d'abord parce que ah, j'ai du mal à penser le réel sous forme d'opposition. On considère souvent le bonheur comme l'opposé du malheur, le bon comme l'opposé du mal, le bien comme l'opposé du mauvais, euh, le plaisir comme l'opposé du déplaisir. Moi, je j'ai jamais réussi Vous vraiment à aimez pas la penser par binarité. opposé, mais plutôt par degré. Donc, que ce soit le bonheur ou le malheur, c'était juste des étapes qui varient sur une seule et même échelle, différents degrés d'une seule et même chose. Euh, Évidemment, c'est pas sans conséquence, hein, ça nécessite pas mal de sacrifices, hein, la notion de plaisir, par exemple, ou même celle de repos, parce qu'il y a beaucoup d'exigences, hein, à devenir plus fort que ce que l'on est, et à mettre, en tout cas, enfin, l'exigence première, c'était euh, pousser au maximum ses propres capacités. Et l'exigence est la même au niveau physique ou au niveau intellectuel pour moi. C'était le même travail. Sans vouloir faire de la philosophie, de la psychologie de comptoir, il me semble que vous avez connu le deuil assez jeune. Euh, Vous êtes parti à Saitama, le corps plié jusqu'à l'os, devenir fort. À ce moment-là, c'était une philosophie ou c'était une façon de ne pas s'effondrer? Ah, j'ai vécu le deuil, oui, très jeune, j'avais 9 ans, par le décès de ma mère.
Euh, Non, partir au Japon, comme partir en Israël pour les études juives, ou comme partir sur le continent pour la philosophie. Alors oui, on pourrait dire de manière très, très facile, si on reste sur la psychologie de comptoir, que le départ est toujours une fuite. Pour moi, c'était les moments de liberté les plus absolus. Prendre seul l'avion pour aller en pleine province de Saitama pour étudier le sabre japonais. euh, sans aucune assurance ni sans connaître personne. C'était un moment d'exaltation plutôt que de deuil, un moment de liberté plutôt que de fuite. Il y a, dans tout ce que vous avez fait, la philosophie, les livres, bon, le geste dans les arts martiaux, est-ce qu'il y a, un destinataire précis à tout ce travail, à toute cette transmission ou vous le faites, pour le geste lui-même? C'est une bonne question. C'est une question très générale hein, que tous les écrivains peuvent se poser. Hein, pourquoi on écrit et pour qui. Euh, pour répondre assez brutalement, non, pas de destinataire particulier. Par exemple, pour mon ouvrage L'art du combat, qui portait sur les arts martiaux, que j'ai écrit au Japon, c'était tout simplement à la base des petites notes, des prises de notes très, très techniques, à la fin des entraînements d'aïkido. Comment placer la main, comment tordre le bras sur telle articulation, etc. Comment être efficace. À l'aïkido, à peu près 130 techniques, donc je prenais par écrit des petites notes pour préciser les gestes et pour les intégrer non pas seulement physiquement dans les entraînements, mais aussi par un retour réflexif et intellectuel. Et le livre, c'est la mise en forme un peu plus abstraite et conceptualisée de ces prises de notes très, très concrètes. Vous parlez beaucoup de corps, de relation au corps, et le philosophe qui parle le plus de ça, c'est Spinoza. Lui, il écrit depuis une chaise au XVIIe siècle que personne n'a déterminé ce que peut le corps. Vous, vous avez lu cette phrase à Saitama, à genoux sur un tatami. Elle dit la même chose dans les deux cas. Ben oui, puisque alors, d'abord, je rends hommage à Spinoza et à sa réflexion sur le corps, On bien l'embrasse qu'il s'il n'en nous ait pas regarde. forcément fait l'expérience, mais sa pensée est très juste. Et je l'ai constaté surtout lors des championnats de boxe, par exemple. Quand j'ai gagné mon premier combat, je me suis mise à la boxe à l'âge où la plupart des boxeurs prennent leur retraite. J'avais pas le gabarit pour, pas l'entraînement pour non plus. Euh, et pourtant, je gagne. Là, c'est contre un adversaire, donc c'est l'un ou l'autre. Et là, c'est soi. Donc c'est quelque chose. Bon. Là, évidemment, on n'aurait pas parié sur ce que peut le corps. Voilà, moi qui fais 40 kilos, qui avait ni l'âge ni le gabarit pour faire ça. Euh, ouais, première expérience de l'affirmation de Spinoza. Ok, en faisant des recherches sur vous, j'ai vu que Spinoza revenait beaucoup, mais il y a un autre auteur qui revient énormément, c'est Nietzsche. Donc, si Spinoza refuse justement la primauté de l'expérience sur la raison, est-ce que Spinoza, c'est pas déjà un peu Nietzsche? Ah oui, il y a une continuité claire entre les deux penseurs. Bien qu'il y ait des siècles d'écart, les, les concepts souvent se rejoignent hein, malgré les siècles. Et oui, ce sont deux auteurs qui d'ailleurs sont, en dehors de la Torah, mes deux bibles de chevet. Touché. Ça plairait pas beaucoup à Nietzsche hein, quand même. Je dis ça. J'ai dit, je pense pas en termes d'opposés, hein, on fait rejoindre les contraires. Pas de souci. L'aïkido ne blesse pas, la boxe si, vous pratiquez les deux, comment vous tenez ça ensemble? Alors j'ai fait l'un et puis l'autre. J'ai commencé l'aïkido pour deux raisons. Bon, j'étais d'abord passée par toute la rédaction de thèse et par le travail philosophique, donc c'était vraiment maintenant le moment de se consacrer au travail du corps. Ce qui m'a plu dans l'aïkido tout de suite, c'est la double exigence que la discipline présentait, la beauté du geste et l'efficacité martiale. C'est efficace. Ça peut blesser, mais en aïkido, on va s'arrêter au moment où la sensation est là, la douleur peut-être, mais on va pas aller jusqu'à la blessure. On va préserver le corps du partenaire, qui du coup n'est pas un adversaire. Donc il y a vraiment cette, cette notion de préservation de l'autre qu'on trouve dans l'aïkido, en plus de la beauté du geste. Les
les deux choses m'ont tout de suite parlé, moi qui venais de la philosophie. Mais autre chose qui était très important pour moi, c'est que comme il n'y avait pas de compétition, il n'y a pas de gabarit comme en boxe. Donc on peut pratiquer avec des plus grands et plus forts que soi tout de suite, voire avec des plus gradés. Donc moi qui allais vers la confrontation, je me suis dit, bon, c'est très bien, je peux prendre des gros gabarits tout de suite. Et c'est après l'obtention du deuxième dan, donc le grade au-dessus de la ceinture noire en aïkido, que j'ai commencé la boxe parce que là, je voulais mettre le corps à l'épreuve d'une manière plus affirmée, et peut-être plus brutale, et passer du rapport à un partenaire de pratique à un adversaire. La Où là, il n'y conflictualité. aurait pas le choix, c'est où on gagne ou on perd. D'un côté, on transforme la force de l'adversaire et de l'autre, on frappe. Vous savez toujours quand est-ce que vous faites l'un ou l'autre? Oui, bien sûr. Quoique, j'aurais une petite... J'ai quand même repris cette affirmation dans un de mes ouvrages, retourner la force de l'adversaire. Est-ce qu'on la retourne vraiment? Je pense pas que ce soit un retournement. Je pense que c'est plutôt une conversion de quelque chose qui est de l'ordre du mouvement, qui s'affine et qui devient un geste. Je parlerai... C'est un petit peu basique de parler de on retourne la force de l'adversaire. Je pense pas d'abord que ce soit de la force en aïkido qu'on cherche. D'ailleurs, plus on utilise la force, moins c'est efficace. C'est plutôt la puissance, déjà. Et donc, non pas retourner la force, mais convertir la puissance. Et à la boxe, au contraire, c'est vraiment Bah c'est la là, force pure. Est-ce que c'est pas deux métaphysiques qui sont diamétralement opposées ou est-ce qu'elles se répondent? Est-ce qu'elles sont en contre-champ? il y a un point commun, hein, c'est quand même bien sûr que la boxe nécessite ouais, la puissance de frappe et l'utilisation musculaire pure, bien évidemment. Mais il faut tenir 3 rounds, par exemple, en boxe pied-point, beaucoup plus en anglaise. On sait un petit peu le jeu de l'adversaire, à quoi on va avoir affaire. On travaille évidemment en amont de manière assez stratégique aussi sur si on commence par strike, bowling, on frappe, on fait mal tout de suite, ou on épuise un peu l'autre en étant d'abord en défense. Donc il y a aussi toute une réflexion en boxe qui se passe dans les coulisses et dans les entraînements qu'on voit pas forcément lors des combats parce que ça va très vite, mais qui est quand même présente. Donc C'est bien, c'est une complémentarité matérielle. J'avais peur qu'on soit un petit peu abstrait. non, non. Un geste advient et il disparaît. La culture corse aujourd'hui, c'est encore un geste ou c'est devenu un mouvement, quelque chose qu'on enseigne, qu'on certifie et qui a déjà peut-être un petit peu perdu de l'essentiel? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a évidemment, ça a d'ailleurs fait partie de la thématique de mes enseignements là, à l'université cette année, la perte identitaire de certains éléments du patrimoine corse qui Notamment la disparaissent. langue. La perte de la langue en premier lieu, par exemple. Bien évidemment, on constate la disparition de certains éléments culturels. Euh, et on est nombreux, il faut le souligner, dans plusieurs domaines à se battre pour les maintenir à flot. Et il y a des applications, des manuels, des certifications. Tout ça, ça sauve la langue ou ça l'embaume? Alors, il y a par exemple un certain nombre d'applications maintenant pour s'exercer à parler la langue corse, et puis on valide sur le téléphone, ce genre de choses, et puis il y a les bibliothèques virtuelles, et il y a tout cet espace numérique euh, qui est là pour garder les traces du patrimoine. Moi, je pense que le paradoxe, c'est que plus on met les choses derrière un écran ou derrière une vitrine, c'est que la chose est déjà plus de l'ordre de l'usage. Euh, je trouve plus efficace d'aller discuter avec les anciens au village pour apprendre le corse que d'être face à un écran et d'avoir une utilisation numérique. Elles sont pas Mais je suis complémentaires. peut-être vieux jeu sur la chose. Bon. Les deux sont peut-être nécessaires de toute façon et complémentaires par ailleurs aujourd'hui. Parce qu'on aime beaucoup les vieux, mais c'est l'ordre de la vie fait que bon, au bout d'un moment, on les aura plus. Raison supplémentaire pour en profiter Pour maintenant. aller les voir, exactement. On a posé les fondations, on rentre dans la transmission concrète, comment ça se passe et comment ça se perd. Vous enseignez à l'université, vous avez bénéficié d'enseignements dans un dojo.
À part le salaire et les congés payés, c'est quoi la différence entre la salle de cours et le tatami? Alors déjà, j'ai enseigné dans pas seulement à l'université, mais dans des lycées, à l'Institut français de Tokyo au Japon, qui est un tout autre mode d'enseignement, donc à l'étranger. Euh, j'ai enseigné à l'école de santé des armées à Paris et j'ai enseigné à l'université. Donc j'ai enseigné dans différents lieux sur différentes thématiques, par exemple la Mhm. stratégie militaire autant que la littérature, maintenant la philosophie à l'université. Euh, Quelle différence avec la transmission qu'on peut recevoir dans un dojo, par exemple, et celle que l'on transmet ensuite sous tel ou tel mode? Je pense que d'abord, moi, par exemple, pour euh, l'expérience de la transmission que j'ai eue dans les dojos, il y avait très peu d'explications de choses magistrales de la part des professeurs d'aïkido. Il y a eu pas trop d'affirmations de genre mets ta main comme ci ou mets ta main comme ça. Non, on donnait plutôt à voir. C'était aux élèves de percevoir ce qui se passait au milieu du tatami lors des choses et lors des démonstrations que faisait le professeur avec son partenaire. Et ensuite, d'expérimenter par lui-même la pureté du geste et son efficacité en, en partenariat avec bon, voilà, celui avec qui il pratiquait. Euh, du coup, moi-même, quand j'ai maintenant à l'université un amphithéâtre, j'essaie vraiment de. Enfin, d'ailleurs, c'est pas, j'essaie, je ne fais pas de cours magistral. Non. J'essaie vraiment d'instaurer plutôt un dialogue et de donner à voir et de donner aussi du répondant aux étudiants pour pas que ce soit un enseignement purement, purement passif, mais que ça soit un petit peu comme j'ai eu l'occasion de le voir en aïkido, de la transmission, du dialogue, de l'observation, plutôt qu'une somme de connaissances qu'on nous donne et puis qu'on absorbe. Je trouve ça assez passif et ça fait pas partie de ma manière d'enseigner. Alors peut-être que je me trompe, mais quand je vous ai lu, il me semble que le professeur que vous citez le plus, c'est Kuroda, c'est ça? Ah oui, oui. Et il y a eu d'abord Christian Tissier, bien évidemment, hein, qui est à citer, qui est un exemple hein, pour tous en France. Mais au Japon, bien évidemment, c'est paix à son âme, il est décédé il y a presque 2 ans maintenant, Kuroda Sensei. Euh, le plus jeune gradé du Japon de son temps, descendant d'une lignée de samouraïs, enseignant dans un dojo privé donc dans la province de Saitama. On était très peu d'élèves. Euh, et là, j'ai vu en une fraction de seconde, par un de ces dégainements du sabre qui était absolument parfait. J'ai vu la pureté du geste tel quel. Le début et la fin d'un coup. La lumière et l'ombre pris d'un seul tenant. La force et sa retenue, c'est-à-dire la puissance en un éclair de fraction de seconde. Ça, c'était complètement impressionnant. Bah justement, on va revenir à Kuroda Sensei. Lui, il passe 50 ans à corriger le même geste, Oui. sans manuel, sans délégué. Vous avez des fiches CTS, vous transmettez l'essentiel dans ce cadre ou l'essentiel passe ailleurs, dans les marges? L'essentiel est toujours dans les marges, dans les coulisses, ah. Par exemple, ce que vont retenir les élèves sur 2 heures de cours magistraux qui ne sont pas magistraux du coup, ça va peut-être plus être le quart d'heure de pause voilà, où on discute entre nous, où le cours continue un peu, mais sous une forme plutôt informelle. Enfin, par exemple, oui, ça se passe beaucoup dans les marges, bien sûr. Il y a un mot japonais, nagori. La nostalgie de ce qui est encore là est déjà en train de partir. La culture, la langue corse, aujourd'hui, pour vous, ça ressemble à ça, à nagori? Oui, ça y ressemble. Ça y ressemble. On peut citer aussi un autre terme qui est très proche, mais qui est un terme de la philosophie allemande, Aufhebung, qui signifie à la fois qu'on trouve chez le philosophe Hegel, par exemple, euh, disparaître et conserver.
Je citais tout à l'heure l'exigence que j'avais d'essayer de ne pas penser par opposition, mais par degré. Il y a peut-être pas non plus forcément une opposition très claire entre la conservation et la disparition. Il y a peut-être une transformation entre les deux. Je prends l'exemple des arts martiaux, japonais notamment qu'on citait, l'aïkido que j'ai pratiqué. Mais tous les budo japonais, en grande partie, on peut citer l'aïkido, le kendo, le judo, do signifiant la voie martiale. Eh bien, ces disciplines martiales ont émergé au Japon à partir du moment où il y a eu l'interdiction du port du sabre et la perte de la tradition samouraï et du maniement du sabre. Donc on a eu une perte culturelle, interdiction de pratiquer le sabre, et on a eu finalement l'émergence de disciplines martiales qui reprenaient les mêmes mouvements, mais qu'on allait faire avec les mains sans euh, l'objet, donc c'est-à-dire Le sabre. le sabre en question. Donc on gardait le principe, mais on avait perdu l'instrument. Donc essayons de penser les choses de cette manière-là. Il y a peut-être des choses qui disparaissent pas tout à fait, qui sont pas de l'ordre de la nostalgie ou de l'enterrement, mais plutôt de la transformation. Et celles qu'on doit maintenir en les conservant telles quelles, bien sûr, là, c'est lors de la bataille. L'affect que vous avez ressenti en écoutant des bergers qui chantonnent près des cabanes abandonnées, aujourd'hui, on peut les trouver sur Spotify. Ils sont sauvés ou peut-être un petit peu trahis? Je pense que le sauvetage est toujours une sorte de trahison. Pourquoi? Parce que il y a une médiation entre ce qui s'est passé en direct à ce moment-là, dans tel lieu précisément, avec telle personne, à tel moment, dans tel contexte, et la trace qu'on va en garder, la faire perdurer, mais à quoi on va avoir accès dans un tout autre contexte, avec d'autres personnes, ou peut-être des siècles après. Donc, oui. Vos livres sur ces mondes-là, ils passent par Amazon, Babelio, des services de presse. Vous utilisez exactement les outils de la modernité que vous décrivez comme dissolvantes. Où est la contradiction et où est la lucidité dans ce contexte? Euh, Déjà, je tiens à souligner qu'écrire des livres, c'est encore un truc à l'ancienne. En plus, je les écris à la main avant de les mettre sur ordinateur, hein, donc je travaille quand même à l'ancienne de ce point de vue-là. Vous pourriez avoir Maintenant, une tablette aussi. presque. Maintenant, oui, à partir du moment où on est publié, il y a l'exigence de la part des éditeurs de diffuser au maximum, et voilà. Ce que j'ai refusé, par contre, c'est que mes livres soient trop présents sur les bibliothèques numériques. J'ai toujours exigé au maximum qu'on aille plutôt les acheter en papier, en réel, et qu'on prenne l'objet dans les mains, comme on pourrait prendre le sabre. Bah, le savoir est une arme, alors. Bon, je vais éviter, c'était trop facile. Pardon. La philosophie juive, c'est l'exil, la transmission qui s'interrompt, la survie sous domination. Est-ce que c'est aussi la Corse? Vous enseignez ça à Corté en faisant semblant que ce n'est pas de la politique? Alors, en soi, on pourrait déjà dire que tout est politique, hein, surtout la question de l'exil. Parce que ça rejoint la question de l'identité qui peut se perdre par le territoire que l'on quitte, etc. Mais sans faire de politique, oui, il y a une grande proximité entre euh, ce qu'on peut trouver en Corse et ce que j'ai pu rencontrer dans le judaïsme. Euh, D'ailleurs, les Juifs eux-mêmes ont perdu leur langue, à savoir l'hébreu pendant des siècles était devenu une langue purement liturgique, il n'était plus parlé du tout. Là, on a eu affaire en quelques années après la Shoah, après la Seconde Guerre mondiale, à la résurgence de la langue hébraïque. Euh, Elle a été reparlée, et même c'est devenu une langue officielle d'un État, mais à partir de rien. Plus personne ne parlait l'hébreu. Euh, Aujourd'hui, quand on dit c'est très dur, le corse est voué à disparaître en tant qu'élément linguistique, moi je dis ben, il y a des langues au bout des siècles qui ont purement ressuscité. Juste par la volonté collective
euh, Politique. de la parler. Vous avez obtenu votre qualification MCF précisément en philosophie juive. C'est aussi un positionnement de carrière dans un marché très concurrentiel, non? L'engagement en stratégie coïncide parfaitement ici. Pas du tout, parce que juste après l'obtention de ma qualification, donc le doctorat, et puis la qualification comme maître de conférence, j'ai pas du tout enseigné à l'université. C'est à ce moment-là que je suis partie faire des arts martiaux. Donc, sinon, j'aurais pris un poste de maître de conférence. Non, je l'ai pas fait. J'ai mis une ceinture blanche et puis je voulais la ceinture noire. Ok. Wittgenstein parle de Gon, des certitudes tellement intégrées qu'elles ne sont plus réfléchies. Juste là, dans le corps, la langue maternelle, c'est ça. Sauf qu'en Corse, une génération a décidé de ne pas transmettre, pas par oubli, par calcul. On peut recréer un Gon volontairement ou par définition, c'est impossible. On vient d'en parler, mais vous avez trouvé une transition idéale. Bien sûr, on peut. Et bien sûr que chez nous, on a été marqué par toute une génération qui n'a pas pu parler sa langue, qui a même eu honte d'en faire usage. Le français étant considéré comme, là, pour le coup, la langue à transmettre pour les futures carrières des enfants, etc. Puis aujourd'hui, c'est Donc l'anglais. on a eu et l'interdiction et la honte de parler sa propre langue. Comme je le soulignais avec l'hébreu qui a ressuscité complètement par volonté collective, bah, il y a eu des ajustements linguistiques. Par exemple, étant donné que c'était l'hébreu ancien, que c'était une langue qui n'était plus parlée depuis des siècles, là pour le coup. Nous en Corse, c'est même pas le cas. C'est quelques générations. On n'est pas à des siècles de disparition d'une langue morte. Là, pour le coup, c'était le cas de l'hébreu. Donc on n'avait pas le mot pour dire la voiture. On n'avait que le char, hein, par exemple. Donc il fallait adapter la langue. Et c'est très intéressant pour moi qui étudie et l'hébreu ancien et l'hébreu moderne, et même l'araméen, de voir les transitions linguistiques qui ont lieu pour la préservation de la langue. Est-ce que votre prochain livre sera écrit en Corse? Il y a 2 prochains livres qui vont sortir. Euh, J'en dirai pas plus. Je laisse le suspense. Allez, bon, d'accord. Je prends cette non-réponse pour une réponse. Alors. On a vu comment la transmission marche ou échoue. Maintenant, dans quel rapport de force ça se joue? Qui parle? Depuis où? Et pour qui, surtout? Je vais reciter un philosophe allemand, malheureusement. Schilling dit que la vraie liberté, c'est la force non prédéterminée, celle qui peut aller dans plusieurs directions. La création corse, aujourd'hui, elle est encore dans cet espace où elle est déjà condamnée à une seule direction, celle de la survie, ce qui n'est plus de la liberté, mais de la nécessité. Là, c'est une question de philosophie pure. Euh, Très bonne citation de Schelling. D'ailleurs, j'y adhère plutôt. Moi, je la reformulais. Si je pouvais la reformuler, en toute humilité, je dirais que la liberté coïncide plutôt avec l'ouverture des possibles. Euh, et les possibles, c'est quoi? C'est ce qui peuvent être ou ne pas être. Euh, Soit on est dans un déterminisme pur et on pense la nécessité de la disparition. Dans ce cas-là, très bien, c'est une position philosophique qu'on peut tenir. Soit on essaie de penser le maintien de la liberté qui va avec euh, la pensée des possibles. Euh, et la question devient alors comment amener certains possibles à devenir réels. Une culture qui crée parce qu'elle déborde, c'est une chose. Une culture qui crée parce que sinon elle disparaît, c'en est une autre. Patrizia Gadajega, que j'ai interviewé il y a peu de temps, écrit depuis la liberté ou depuis la nécessité? Il faut lui poser la question. C'est ce que j'ai fait, il faudra regarder l'épisode. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, c'est une question assez difficile parce que ça revient à prendre la parole pour autre que soi-même. Euh, je saurais pas là-dessus. J'aurais pas la prétention
de Ok. me mettre à la place De Patricia, il n'y a pas de souci. de quelqu'un d'autre. Vous créez depuis une position de liberté matérielle, un poste stable, un contrat aux presses universitaires françaises, des conférences d'entreprise. Quand vous parlez de nécessité corse, vous parlez depuis quelle place exactement? Ah bah, moi, même si déjà le poste n'est pas stable, il doit être reconduit. Euh, Ensuite, les presses universitaires de France, c'est un travail philosophique d'écriture, mais on n'en vit pas, hein, très clairement. Les conditions matérielles sont réduites à un petit studio monastique, hein, donc je ne vis pas dans le grand luxe non plus. J'ai pas fait ce choix-là par distinction entre ce qui a un prix et ce qui a une valeur. Euh, Bien souvent d'ailleurs, ce qui a un prix a très peu de valeur aujourd'hui. Et bien souvent aussi, ce qui a une valeur n'a pas de prix. Donc oui, bon, on est plus ou moins instable financièrement, mais enfin, c'est vraiment pas l'exigence première. L'exigence première, c'est la transmission, c'est la création. La liberté, bien souvent, ça passe aussi par un certain euh, non-confort, un renoncement au confort. Vous n'êtes pas dans l'ascétisme non plus. Non, mais dans le nomadisme, je l'ai été. Moi qui ai fait le tour du monde, j'ai été au Japon, mais pas seulement. J'ai vécu en Chine, au Panama, au Brésil, à Singapour. Euh, et j'ai beaucoup voyagé. Oui, j'ai plutôt été plus souvent le sac au dos, et dans les gares, et sur les bateaux, et dans les avions que dans les appartements. Donc là, plutôt nomade et en exil comme les Hébreux en leur temps. Vous n'avez pas fait 40 ans de désert quand même. Non. J'ai même pas fait 40 ans du tout encore, merci. Dans les arts martiaux que vous avez traversés, masculin et féminin, c'est des principes complémentaires ou des principes hiérarchisés? Masculin et féminin. Encore une distinction Pour le en coup, très termes binaire, là, d'opposés. oui. Euh, je sais pas si c'est par refus de la féminité ou mon rapport à la féminité qui est pas. Mais j'ai toujours été vers les disciplines très, très masculines. Que ça soit. Bon, en philosophie, on trouve plus de. À regret, hein, peut-être, hein, plus de philosophes hommes. Les médiatisés, oui. Oui, malheureusement. Mais vous êtes là quand même. Malheureusement. Ensuite, les arts martiaux, il y a plus de pratiquants hommes aussi. Quand je suis passée par la gendarmerie opérationnelle, bon, hommes aussi. Euh, oui, bizarrement, j'ai toujours... les études juives sont traditionnellement réservées aux hommes aussi. Donc bien souvent, j'ai dû batailler pour avoir accès à des disciplines qui, moi, en tant que femme, n'étaient pas aussi évidentes. Euh, Maintenant, chaque fois qu'on m'a demandé de m'exprimer en tant que femme sur tel ou tel sujet, je l'ai toujours refusé aussi. Parce que quand je fais de la philosophie, je le fais en tant que philosophe. Quand je fais des arts martiaux, je le fais en tant que pratiquant, pratiquante martiale. Et enfin, je pratique de la même manière que les hommes. Ouais. Si je parle de la boxe, j'en parle pas en tant que femme. Et d'ailleurs, si j'écris un ouvrage et qu'on peut dire comme commentaire, ah, c'est un ouvrage écrit par une femme, je le prendrai pas comme un compliment. Non, c'est un ouvrage de philosophie, c'est tout. Euh, donc, j'écris où je fais les choses, moi personnellement, et je parle à la première personne, euh, pas par mes chromosomes X ou Y, mais par l'exigence qui a été la mienne de pousser au maximum la maîtrise d'une discipline. Depuis des siècles, la plupart des métaphysiques du corps discipliné disent la même chose. Masculin, actif, ascendant, féminin, réceptif, fondateur. Vous êtes une femme qui a construit sa pensée exactement dans ce cadre. Vous y avez été à l'aise ou il a fallu vous battre contre le cadre pour y rentrer? Il a fallu toujours se battre contre les cadres, euh, contre soi-même, contre les autres aussi parfois. Euh, et c'est pas euh, la question de la bataille, oui, c'est un fait, mais bien souvent on la résume en termes de j'ai gagné ou j'ai perdu. Euh, Quand j'apprenais la boxe et que je m'entraînais pour les championnats de France, c'était avec Jérôme Le Banner. Euh,
Exemple intéressant parce que lui a pratiqué la boxe au Japon, hein. C'était un des premiers du Kawan à l'époque à pratiquer la boxe pied-point là-bas. Et étonnamment, énorme carrière où il a eu énormément de victoires sur le ring. Où là où on gagne, on perd. C'est de la bataille pure. Eh bien, ce qui a été retenu finalement comme sa plus grande victoire, c'est pas le combat où il a gagné de la manière la plus efficace ou la plus rapide, mais celle où il a perdu, mais où il a continué à combattre tout en étant blessé. Et pour tout le monde, ça a été une victoire plus éclatante que bien que ce soit une défaite en soi. Donc vous voyez que les opposés, hein, en termes de victoire ou de défaite, hein, concernant la bataille, ben, bien souvent on peut les inverser. Votre premier maître, c'est ici, vous en avez parlé tout à l'heure, figure masculine dominante, pédagogie verticale. Quand vous théorisez la non-hiérarchie du geste, vous décrivez votre pratique ou vous la réparez? De la même manière que j'écris pas de la philosophie en tant que femme ou en tant qu'homme, de la même manière quand je l'ai vu pratiquer, et c'est quelque chose d'impressionnant à voir, euh, j'ai pas vu la masculinité verticale ou la féminité horizontale ou le réceptacle ou l'expansion de la puissance. Non, j'ai vu la discipline en elle-même. J'ai vu ce qu'était l'aïkido. J'ai pas vu ce qu'était la personne. Et c'est ça, je pense, la véritable maîtrise, c'est quand le maître arrive à s'effacer de manière à ce qu'on ne voit plus lui ou elle, mais qu'on montre la discipline euh, plutôt que la personne. Ça, c'est la véritable maîtrise, je pense. Vous distinguez le retournement et la conversivité. Une culture dominée qui réclame sa place dans les institutions, sa chaîne de télé, son université, son statut, c'est du retournement. La vraie conversivité, c'est créer depuis un espace qui n'a plus besoin de l'adversaire. Vous en voyez en Corse aujourd'hui? Il reste quelques espaces oui, qui ne sont pas dans le retournement, ni même dans la conversivité, mais simplement dans le maintien de la culture telle qu'elle, et heureusement qu'il existe encore des lieux comme ça. Euh, Pour les lieux qui sont des lieux de bataille, oui, ça se joue bien sûr dans la création d'institutions, dans les demandes de budget, dans des choses beaucoup plus de l'ordre de la nécessité pragmatique et matérielle, comme dirait Marx. C'est une autre exigence aussi, plus évidemment en mode survie, mais peut-être nécessaire aussi euh, au maintien de ce qui est en train de disparaître. Oui, mais ça, c'est un problème qui est connu, allez, je vais dire, dans tout l'Hexagone. Qu'est-ce qui est aujourd'hui un adversaire à la condition corse aujourd'hui? Bien souvent, son plus grand adversaire, c'est souvent soi-même. Oui, on peut désigner l'État central, l'histoire, le colonialisme, tout ça. Et c'est juste, euh, prenons garde aussi à ne pas oublier les querelles internes qui peuvent être aussi destructrices que le colonialisme extérieur, par exemple. Hein, dans l'histoire, bien souvent, ce qui a causé la perte d'une civilisation, c'est très souvent la civilisation elle-même, à ne pas oublier. Vous publiez au PUF, donc je répète, hein, les presses universitaires de France. C'est du retournement réussi et pas de la conversivité. Vous êtes l'exemple inverse de votre propre thèse, non? Oh, j'écris pas qu'au PUF. Par exemple, le livre que j'ai publié là, pour le coup, aux éditions Vérone, qui porte sur l'insularité, où je fais une série de petits paragraphes qui concernent des descriptions de lieux, de choses, de personnages, d'événements que j'ai vus et en Corse et au Japon. C'est de l'ordre du témoignage littéraire plutôt que de l'essai philosophique, donc c'est un tout autre travail intellectuel, mais que j'ai fait aussi. On arrive à la fin de cet entretien, ou du moins le début de la fin, l'approche, le début de la descente. On va parler de Nietzsche, de Zarathustra, et de tout ce que ça veut dire pour vous. L'éternel retour, ce n'est pas une cosmologie, c'est une éthique. Est-ce que tu veux vraiment ce que tu vis au point de le vouloir indéfiniment? Tokyo, Strasbourg, Singapour, la Chine, les Antilles, et vous revenez à Corté? C'est ça votre éternel retour? Et je crois même que Nietzsche disait que la Corse avait une place particulière
dans sa définition même de la philosophie, de ce qu'était le surhomme, mais bon, on va pas rentrer Bien là-dedans. sûr, et puis d'ailleurs, il voulait lui-même venir sur l'île, et puis bon, pour des raisons externes, il a pas pu le faire, mais oui, il voulait venir chez nous. Euh, oui, ah ben, la question du retour, ça va d'abord avec la question du départ, hein. Pour pouvoir revenir, il faut d'abord partir. Et c'est vrai que il y a comme ça une sorte de... Je reviens effectivement au point de départ, mais en ayant fait quand même un certain cercle, ouais, un certain tour du monde, là pour le coup, au sens littéral. Mais qu'est-ce que vouloir? Ben, pour moi, vouloir, c'est d'abord pas souhaiter. Bien souvent, on dit j'aimerais revenir, je souhaiterais euh, revenir, ou j'aimerais bien partir, ou je souhaiterais, j'aimerais, je ferais. Non, déjà, tu mets pas ça au conditionnel ou au futur, tu mets ça au présent, et c'est pas je souhaiterais, c'est je veux. Donc déjà, c'est au présent, et vouloir, c'est pas souhaiter. Vouloir, c'est être en état de sacrifier tout le reste pour ce qu'on veut par-dessus tout. Par-dessus tout, ça veut dire par-dessus tout le reste, par-dessus tout le monde, et même par-dessus soi-même. Par-delà soi-même, comme dirait Nietzsche. Et donc, c'est vouloir non pas à 50%, non pas à 100%, mais à 1000%. Être prêt à tout sacrifier pour. La notion de volonté, ça va avec la notion de sacrifice, je pense. Nietzsche parle de volonté, pas de nostalgie. Vouloir revenir, ce n'est pas la même chose que revenir parce qu'on n'a plus la force de partir. C'est un oui actif ou c'est plus ambigu? Non, c'est un oui actif. Ceux qui reviennent d'ailleurs, enfin, pour mon cas, parce que ceux qui reviennent par euh, non pas par ce oui actif, mais pour d'autres raisons, bien souvent se trouvent en situation de nostalgie, parce qu'ils reviennent dans un tas de choses, par exemple, qui a changé depuis leur départ. Ils ne retrouvent pas, par exemple, la Corse telle qu'ils l'ont connue quand ils sont partis. Et ces changements, bah, ils ont beaucoup de... Enfin, et donc, on est dans la nostalgie et dans le ressassement du passé plutôt que dans l'acceptation du présent et dans la construction du futur. C'est pour ça que j'évite la nostalgie. Mais c'est un travail, ça aussi actif. C'est pas aussi évident. Zarathustra, vous le lisez à 15 ans, il me semble. Vous le connaissez par cœur aussi, ça j'ai pu le lire. Vous avez construit une figure de vous qui coïncide parfaitement avec Nietzsche. Votre vie illustre Nietzsche ou vous avez vécu de façon à pouvoir raconter qu'elle l'illustre? Ah ben, Nietzsche dit lui-même exigence première, faire de sa vie une œuvre. Bon, voilà. Euh, Il dit aussi brûler ses idoles. oui, c'est bien pour ça que j'ai pas fait, par exemple, un livre sur la pensée nietzschéenne, mais que j'ai travaillé moi-même sur d'autres sujets comme lui-même l'a fait. Sinon, bon voilà, euh, j'aurais écrit ma thèse sur Nietzsche, j'aurais été nietzschéenne. Non, être nietzschéen, c'est précisément ne pas l'être, hein, si on est très conforme à ça et de manière assez paradoxale. Euh, mais oui, en tout cas, faire de sa vie non pas simplement une pensée intellectuelle abstraite, mais une philosophie concrète qui s'incarne dans ce qu'on dit. Dire ce qu'on fait euh, Dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. et faire ce qu'on dit. Pas de Euh, dissonance entre non. le vouloir et le Euh, pouvoir. pouvoir le faire, c'est la phrase de Napoléon, hein, si on veut, on peut, si on peut, on doit. Donc voilà, voilà, point barre. Donc pas d'excuses, pas de nostalgie, pas de seconde chance, pas d'apitoiement sur soi-même, pas de non. Ça, c'est vrai que ce sont des exigences que j'ai trouvées chez Nietzsche en premier lieu, mais que j'ai essayé au maximum d'appliquer ensuite. Est-ce que, je m'écarte un peu, mais est-ce que Nietzsche, c'est pas le plus japonais des philosophes ou est-ce que les Japonais sont pas les plus nietzschéens des lecteurs de philosophie? Ah, bonne question. Euh, Peut-être qu'il avait un petit côté japonais sans le savoir. Euh, on va revenir à un autre sujet sur lequel vous avez écrit, c'est l'illéité. L'illéité, c'est vivre selon le mode insulaire. En Corse, en 2026, ça ressemble à quoi? Parce que moi, depuis ma fenêtre, je peux voir parfois des Airbnb et une file d'attente pour un ferry. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui alors?
Je pense qu'il y a toujours une différence d'abord entre les villes du littoral et plus balnéaires, et puis le centre avec la vie de certains villages. Ce qu'on peut remarquer, c'est une vie insulaire axée évidemment sur la vie estivale et sur le tourisme. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce qu'on peut le déplorer ou est-ce qu'on peut s'en féliciter? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine différence de mode de vie entre le mode de vie l'été et le mode de vie l'hiver, à peu près partout chez nous. Ça, c'est très, très constatable. Il y a une certaine confrontation entre le passé qui est toujours présent et le futur qui veut devenir présent, hein, de manière assez extérieure surtout. Donc on est un petit peu en confrontation comme ça entre ces différents modes de temporalité, je dirais. Et évidemment, face à une identité qui de par son histoire est plurielle, mais qui fait sens en termes unitaires, et qui est soumis évidemment face aux changements que la postmodernité lui fait subir. Donc ça, c'est, je pense, des traits assez communs qu'on peut tout de suite voir. Ouais. Vous décrivez certaines traditions comme toujours vivantes mais tremblantes. Tremblante, c'est votre mot, hein, il me semble, hein. Le regard qui observe, ce n'est plus un regard insulaire, c'est un regard continental qui a pu être formé à Paris, à Strasbourg et à Tokyo, non? C'est un regard qui est à la fois très proche et très lointain. Euh, Très proche parce que, par exemple, concernant la Corse, j'y suis née, j'y suis restée jusqu'à mes 18 ans, puis j'y suis revenue. Et au cœur et dans l'esprit et dans la langue, elle ne m'a jamais quittée, même quand j'étais à Tokyo. Extérieur parce que j'étais à Tokyo et parce que j'ai pu voir aussi d'autres traditions qui se perdaient. Le mode de vie, par exemple, au Japon est très différent à Saitama que à Tokyo. Euh, Avec la perte aussi des traditions, avec le repli identitaire aussi pour la préservation de la langue, euh, des points communs et des points de divergence. Et donc, il y a deux regards. Il y a un regard très près, qui peut être un regard assez tremblant, parce qu'on est très affecté précisément par la proximité de ce regard-là. On est très près des choses sur quoi on porte un regard. Et le regard japonais, bah, c'est pas vraiment le regard tremblant d'ici. C'est le regard de la paupière qui se baisse parce qu'il y a la pudeur aussi là-bas beaucoup. Et bien souvent, quand on acquiesce, ou quand on regrette, quand on éprouve de l'amour ou de la tristesse ou de la nostalgie, ou même de l'inquiétude, plutôt que de le dire, on va baisser les yeux. Et ça, on le voit par un regard. Chez nous aussi, bien souvent, il y a des choses qui passent par un sourire caché, euh, une paupière tremblante, un signe de la main, et pas forcément par un mot qu'on va poser sur toutes ces choses-là. Témoigner des mondes qui disparaissent sans prétendre les sauver, c'est votre position quand vous écrivez la Corse. C'est un deuil accepté. Écrire sur la Corse, pour vous, c'est déjà des funérailles? Pour moi, tous les écrits euh, sont des, des façons d'enterrer quelque chose. Oui, effectivement. J'ai écrit sur la tradition juive quand je ne la pratiquais plus. J'ai écrit sur l'aïkido quand j'ai arrêté l'aïkido pour la boxe. Parce qu'il Euh, fallait faire ce fameux pas de côté dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Euh, j'ai écrit sur la boxe quand j'ai arrêté les combats. Euh, Bon, voilà. L'écriture, oui, est toujours une forme de deuil. Donc, et en même temps, une forme de préservation par le témoignage qu'on y apporte, parce qu'on garde une trace écrite de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu faire et de ce qu'on a pu en penser. Donc voilà aussi les choses très, très contraires qu'on peut y trouver dans l'acte d'écriture. Faire le deuil d'eux, et puis faire le deuil, bah, c'est aussi quelque part en garder la trace.
Je vais faire un petit pas de côté pour revenir vraiment sur la culture. Euh, Gramsci, même, tous les intellectuels postcoloniaux ont écrit des livres magnifiques sur la domination culturelle. La domination a continué. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous ferez mieux? Euh, Déjà, ce serait prétentieux de dire faire mieux que tous les penseurs que vous venez de citer, que tous les révolutionnaires. Mais si on part du principe défaitiste, Che Guevara, par exemple, hein, qui se bat pour une cause qui n'est même pas de l'ordre de son pays, de sa culture, et Louise qui part avec Michel. quelques hommes en plein milieu de la jungle. Euh, il est asthmatique, il a pas les conditions physiques pour. Il y a très peu, si on raisonne en termes de pourcentage militaire, très peu de chances que quoi que ce soit aboutisse en termes de révolution pour descendre une dictature qui est bien installée. Mais c'est sa volonté pure. Et Oui, bon, pourtant, je vois, je vois. et pourtant. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le Macom? Comment ça se prononce? Makom. Makom, c'est un mot hébreu qui signifie le lieu. Pourquoi ce terme-là? Ben justement, il y a cette idée hébraïque du Macom, le lieu qui nous contient plutôt qu'on le contient. Si j'ai bien travaillé. Très bien. Vous avez quitté la Corse à 18 ans. Tokyo, Strasbourg, encore une fois, toutes ces destinations dont on a déjà parlé. Pendant des années, vous avez senti concrètement ce que ça voulait dire, le Macom? Alors, Makom, d'abord, c'est un des noms de Dieu dans la tradition hébraïque. Et ça signifie évidemment en premier lieu, il n'y a pas une place assignée dans le monde, un lieu en particulier où se trouverait la présence divine plutôt qu'un autre. Elle n'est pas plus présente dans un temple à Jérusalem que dans une petite église corse. Non. Euh, Il n'y a pas des lieux qui habitent une présence divine en l'occurrence, mais c'est précisément la présence divine qui est le lieu du monde, du monde entier pris dans sa globalité. Donc moi j'ai été voir beaucoup de points en particulier aussi. Euh, mais bien souvent, habiter un lieu pour moi, ça a été y être de passage. Euh, donc l'habiter, c'était pas s'y installer. Je- J'ai une question en deux étapes. Il y a un mot qu'on a beaucoup utilisé dans la communauté juive, c'est le mot de diaspora. En Corse, j'ai l'impression que quand on parle de diaspora, il y a une dimension péjorative un petit peu parce qu'il y a ce manque d'empirisme dans le fait de vivre en Corse. Comment vous le ressentez ça aujourd'hui quand vous écrivez? Alors on parle de diaspora juive comme on parle de diaspora corse. Dans les deux cas, il s'agit de l'exil d'un peuple sur un territoire autre. Euh, Soit l'exil est choisi, soit l'exil est forcé. Donc il peut être vécu de manière très, très différente. Ce qui est intéressant quand on parle de diaspora juive, du point de vue juif, euh, c'est qu'on peut entendre certains penseurs juifs, même la majorité des rabbins avec qui moi j'ai pu m'entretenir, ou avec qui j'ai pu étudier, qui considèrent que même si l'exil, depuis l'Exode, même si les exils ont été forcés pour eux de ville en ville, de pays en pays, tout ça à travers des siècles. Euh, C'était dans ce nomadisme et à travers cette diaspora que le judaïsme s'est construit. Et leur identité a été préservée, les traditions, les cultures, même la langue qui a pu renaître aussi facilement, précisément grâce à cette... plus on était en exil, plus on était en diaspora, plus il fallait se réunir et conserver nos pratiques. Donc c'est pour cette raison aussi que beaucoup de penseurs juifs ont été contre la création d'un État. Parce que pour eux, le mode de vie juif, c'était le mode de vie en exil et la meilleure façon de préserver les traditions millénaires, c'était surtout de ne pas les installer dans un lieu. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a eu
un grand débat sur qui était pour et qui était contre au sein de la population juive, hein, pour la création de l'État d'Israël. Beaucoup étaient contre pour la raison suivante. Euh, Installer un peuple sur un lieu, c'est aussi fixer certaines pratiques qui, au travers paradoxalement d'un exil, ont été mieux conservées parce que plus mises en danger. Euh, Évidemment, pour nous, c'est un tout autre sujet quand on parle de la diaspora corse. C'est une très bonne transition parce que Mm. justement, Mais alors, on attend la transition. Oui. l'exil de toute une génération corse, est-ce qu'il a produit une conscience plus aiguë de la Corse, précisément parce qu'on n'y était plus? Bien souvent, là, chez nous, ça a été aussi un exil forcé parce que pour les études universitaires, par exemple, pour les carrières, pour monter une entreprise, pour différentes raisons, mais surtout parce qu'on n'avait pas les infrastructures insulaires pour faire ce qu'on voulait faire. Donc, on était obligé de partir s'exiler et puis de revenir une fois Même de manière plus ou ancienne. pas. Enfin, même avant, hein, et c'était soit rester en Corse et crever de faim, ou aller aux Voilà, colonies donc faire le capot, quoi. bien souvent, exil forcé. Et oui, ça a créé un regard d'extériorité qui, à mon avis, mériterait d'être plus conceptualisé, euh, de manière à prendre conscience vraiment, de par une distance, que certains d'entre nous qui n'ont jamais quitté l'île, et quelque part, bah, tant mieux, parce qu'il n'y a pas eu d'exil forcé pour eux, mais peut-être que leur apporter ce point de vue d'extériorité de ceux qui ont vécu ailleurs, euh, et qui ont vu ce petit point de disparition très loin et très minime, voilà, très, très fragile, mis sous les vents comme ça, avec certains éléments du patrimoine qui sont soumis à des grands changements très, 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 très rapides. Euh, oui, je pense que ce point de vue mériterait d'être exploité dans la pensée, concernant la pensée de la Corse telle qu'on peut l'avoir aujourd'hui. Il y a cette idée que notre époque est hantée, incapable de créer du neuf, condamnée à recycler des formes mortes. La culture corse échappe à ça, ou la polyphonie en 2026, c'est du patrimoine vivant, ce qui est une façon polie de dire du patrimoine. Euh, Très bon exemple. Bon, les polyphonies sont passées même dans le patrimoine Immatériel, l'UNESCO, oui. Bon. immatériel, etc. Bon, moi, ce que je trouve le On fait plus aussi des musées intéressant. d'indiens, quoi, hein. Oui, mais prenons garde au folklorisme. Et puis, le plus intéressant, c'est quand ça se passe de manière improvisée, un peu à l'ancienne, à la fin de tel ou tel repas dans tel ou tel village avec on se connaît pas tous mais tout le monde se met à entamer un verre et puis un autre répond et puis c'est pas organisé, c'est pas et puis personne n'est là en train de filmer avec les téléphones. Non, le vivre de manière improvisée et en direct, c'est beaucoup plus patrimonial à mon avis que de le mettre sur le site de l'UNESCO ou autre chose. Il me semble que vous avez 14 000 abonnés sur Instagram, presque. Ça vous échappe, bon, je vous le dis. Vous passez à la télé, vous faites des conférences. Votre propre travail échappe à cette ontologie où vous recyclez philosophie allemande et dojo japonais dans un format qui frôle peut-être parfois le développement personnel. C'est une bonne question. Alors, euh, il y a évidemment l'exigence. Maintenant, on a du mal à se passer du numérique. Donc, oui, pour la transmission, ça passe évidemment aussi par là. Euh, Évidemment, quand on fait des arts martiaux, on a de manière aujourd'hui très concrètement, si on s'inscrit au championnat de France, des sponsors et donc une exigence de visibilité qui passe par les réseaux sociaux, par exemple. Donc oui, bon, on s'y soumet bon gré mal gré. Moi, personnellement, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas partagées. Par exemple, on ne trouvera pas sur mon Instagram des moments vécus de, de ma période juive orthodoxe, où j'étais très pratiquante. On trouvera peu de choses sur le Japon et sur Kuroda. Quelque chose parce que après son décès, je pense qu'il y avait certaines traces ou certaines images qui méritaient d'être partagées et transmises. Euh, mais le mode de transmission a surtout été l'écriture plutôt que l'image.
On arrive vers la fin de cet entretien, Coralie. Le corps discipliné, la maîtrise, le maître, l'élève, ce vocabulaire-là a servi les plus grandes esthétiques et les pires politiques aussi. La discipline martiale, elle a une politique propre, indépendamment de celui qui la pratique. La pratique martiale, c'est d'abord en passer par l'exigence de la maîtrise de cette pratique-là. Et évidemment, accepter la confrontation, que ce soit avec un partenaire ou contre un adversaire. On peut étendre ce principe et ces exigences à non pas simplement la pratique martiale de telle ou telle discipline, mais par exemple la stratégie militaire. C'est les mêmes principes que la philosophie martiale, mais étendus simplement à tout un territoire de manière beaucoup plus pragmatique et pratique. Et bien sûr, là, on retrouve la politique qu'on va mettre en œuvre pour sauver un territoire ou pour le conquérir, par exemple. Euh, les plus grands stratèges militaires étaient aussi des pratiquants d'arts martiaux, très souvent. Parce que quand je vous ai lu et en préparant cet entretien, il y a un, il y a- il y a un- il y a un auteur qui arrêtait pas de revenir en fait en tête, c'est Mishima. Oui. Grand esthète, gros facho aussi quand même. Oui. Mais je crois que vous parliez de la beauté du geste tout à l'heure. Je crois qu'il y a une image en moi qui est gravée et qui m'obsède, c'est le suicide de Mishima. C'est cette photo vraiment. J'essaierai de la mettre au montage. Je crois que elle me hante. Ouais, vraiment, elle me hante. On n'en Oui. ressort pas indemne de cette image. Oui. Mais Mishima, bon, La mort en été, énorme texte qui est très marquant, très beau, très parlant. Euh, En même temps, on voit très bien, lui, sa volonté de sauver son passé japonais culturel jusqu'à sa propre mise à mort, où il a essayé de se faire seppuku de manière assez ratée, parce que justement, c'est une pratique qui disparaît. Donc, Et donc c'est il l'a mis en l'humiliation. Même le application geste raté, c'est une humiliation encore après. complètement. Et en tout cas, on peut lui reconnaître d'avoir mis en pratique jusqu'au dernier moment de sa vie sa philosophie. Ouais. Euh, Vous avez construit une pensée du corps discipliné, de la hiérarchie initiatique. Qu'est-ce qui, dans votre pratique, vous permet de savoir de quel côté vous êtes, justement? Parce qu'il y a des côtés. Euh, je pensais qu'on était parti sur le cercle et le tour du monde. Alors, quel côté voyez-vous? Parce que, en fait, la même structure, hiérarchie, initiatique, dépassement par la douleur, maîtrise absolue, a été revendiquée par des auteurs dont on vient de parler, Mishima, mais je pense aussi à Julie Sévola. Euh, Qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre enseignement pour vous en prémunir? Bah déjà, comme je le soulignais, j'essaie de ne pas faire de cours magistraux, mais de rentrer plutôt dans un dialogue avec les étudiants, c'est-à-dire être dans le partage, En résonance? dans le questionnement et évidemment dans la transmission de quelques éléments un peu plus abstraits et plus... mais pour moi, la plus grande réussite, c'est quand euh, il y a un jeune à la fin du semestre d'enseignement qui vient me dire ah bah j'aimerais bien, j'ai essayé de lire votre dernier bouquin, ou j'aimerais bien étudier la philo, ou qu'est-ce que vous me conseillez pour continuer un peu cet enseignement. Et finalement, je me posais telle ou telle question et qui revient sur ça, c'est la plus grande fierté en tant qu'enseignant, parce qu'on se dit bon bah il est en train de se questionner lui-même, donc c'est pas moi qui le questionne, c'est lui qui se questionne lui-même. Donc ça, je pense que c'est la meilleure façon de transmettre la philosophie. Et c'est comme ça qu'on se prémunit un petit peu du transfert très hiérarchique qu'on peut avoir de l'élève envers la figure du maître. 6 livres, un deuxième dan à Tokyo, championne de France de boxe, le Talmud en Israël, Paris, Corté. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ou vous avez juste accumulé des preuves que vous ne savez pas encore ce que c'est? Le but n'était pas de savoir qui j'étais, mais ce dont j'étais capable.
C'était pas une question d'identité, c'était pas le qui suis-je, c'était le que puis-je faire, déjà. Donc la question étant différente, la réponse est aussi différente. Heu, Jusque-là, tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Tout ce que j'ai fait, je l'ai voulu. Ça a été accompagné de sacrifices que j'ai acceptés, là, que j'avais pas choisi, mais qui étaient nécessaires à la réalisation de ce que je voulais par-dessus tout. Hem, Est-ce qu'on a fait, le tour de soi parce qu'on a fait le tour du monde? Ben, évidemment que non, évidemment que non. Est-ce qu'il reste des choses à faire? Oui. Vous distinguez la réussite du succès, le travail de la médiatisation, et vous dites que les deux sont nécessaires. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il cherche, il ne fait pas des déclarations aussi nettes sur la gestion de son image. Vous savez, vous voulez juste, vous savez vous ou vous voulez juste pas le dire? J'ai pas trop de c'est un peu comme les coachs du bien-être ou les j'ai pas trop de conseils en termes, d'image médiatique ou de moi-même, j'ai fait les choses par, bon, déjà, on a bien compris, pas par exigence universitaire de carrière, sinon après, l'obtention du doctorat et la qualification comme maître de conférence, j'aurais choisi une carrière universitaire très, très linéaire. Non, ce que je voulais, c'est vraiment la mise à l'épreuve de mes propres capacités intellectuelles d'abord. Et je savais que j'allais en passer par là, parce qu'elle durait plus longtemps que les capacités physiques d'abord. Mais même très jeune, je voulais faire des arts martiaux. J'ai juste eu la patience d'attendre les 8 années ou 10 années pour en passer d'abord par le doctorat de philosophie, pour commencer les arts martiaux. Euh, si j'avais fait les choses par plaisir, j'aurais commencé par le travail du corps. Ça aurait été ce qui m'intéressait le plus. J'ai commencé par le travail de l'esprit. Aussi parce que ça allait être un outil pour mieux comprendre le travail du corps par la suite. Donc j'ai fait les choses de manière réfléchie, ordonnée, et bien que comme ça, cité comme vous l'avez fait, ça a l'air d'un parcours un peu aléatoire et elle a fait de la philosophie des arts martiaux, du Talmud. Non, je savais qu'il fallait commencer par la philosophie pour la profondeur intellectuelle et le niveau d'abstraction que ça permet. Euh, de manière complémentaire, l'accompagner par la pratique de la langue hébraïque parce que c'est la source des trois monothéismes et donc du premier et la pratique de la tradition juive évidemment. Euh, et puis après en passer par le travail du corps. Une fois qu'on a tout ce bagage intellectuel. Donc finalement c'est plus construit que ce qu'on pense. Euh, Si médiatiquement ensuite ça parle ou pas, ça je ne le sais pas, moi ça me paraissait juste cohérent de le faire de cette façon-là. Ah, ça y est, la trame arrive à sa fin. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose dont on n'a pas parlé, peut-être préciser ou même partir sur autre chose? Euh, Peut-être sur la question de l'université, hein, justement, ici en Corse, hein, que je connais depuis un an maintenant, hein, puisque euh, c'est tout nouveau pour moi d'y enseigner. J'ai la surprise de voir une jeunesse très concernée et culturellement, et politiquement, et linguistiquement, par tous ces éléments du patrimoine qui ont une résonance très différente pour eux parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont grandi déjà à l'ère des réseaux sociaux, donc déjà avec un rapport très différent avec tous ces éléments du patrimoine, mais avec un grand questionnement quand même assez général. Ils sont très concernés, en tout cas. Euh, c'est très étonnant de le voir de manière aussi collective et pour un public aussi jeune. Euh, Ensuite, l'exigence des collègues et des responsables universitaires que je tiens quand même à souligner. Euh, Vraiment faire de l'université un lieu de vie,
de partage, de transmission, mais aussi interdisciplinaire, interculturel, intergénérationnel. Vraiment beaucoup d'exigences à ce niveau-là. Le fait d'avoir accepté d'apporter un peu de philosophie cette année, je trouve que c'est une très belle ouverture et je leur en suis très reconnaissante. Merci beaucoup, Coralie Camille.